La mise en place du Fonds national de péréquation pour une répartition équitable de chaque commune et la dépolitisation de l'administration, ce sont entre autres les amendements élaborés par le groupe parlementaire VPM à la Kasmiaramiang. Des investisseurs malgaches et étrangers veulent reprendre la société Tico. L'avenir du projet dépend du gouvernement. Roland Jules-Étienne, ministre de l'Industrie, estime qu'il faut d'abord résoudre les aspects politiques de ce problème. La vidéo macabre de la décapitation du journaliste américain James Foley par un djihadiste de l'organisation de l'État islamique marque un retour aux pratiques d'Al-Qaïda après l'intervention américaine en Irak en 2003. Bonsoir, bienvenue si vous nous rejoignez pour ce journal sur Cool TV. 20 août, le sommet d'Antananarive sur la réconciliation nationale prévu ce jour ne s'est pas tenu. L'absence de Marc Ravalomanana continue de faire problème. Sur l'échiquier politique, nombreux sont ceux qui pensent que ce retour n'est pas pour bientôt. Des raisons politiques et judiciaires continuent de bloquer le retour de Marc Ravalomanana. Ses partisans pensent que seule la volonté d'un Bouitsrouich lui permettra de rentrer au pays. Reportage. Combien de temps Marc Ravalomanana restera-t-il au pays de Mandela ? 5 ans sont écoulés depuis son départ précipité d'Yavlou en 2009 pour s'exiler en Afrique du Sud. Et Razonar Mapian, lors de son discours d'investiture, a déjà montré la couleur. Le retour au pays des exilés politiques, notamment Marc Ravalomanana, n'est pas une priorité. Il a d'ailleurs démenti les informations des journaux en ligne africains, selon lesquels il aurait déclaré sur le pupitre de la SADC que le retour de ces exilés, dont Marc Ravalomanana, est en perspective. Le chroniqueur politique Soavra Martafke de la Radio Viva se montre très dubitatif. Il évoque de nombreuses contraintes, notamment politiques. Soavra Martafke pense également qu'il ne se risquera pas à tomber sous le coup de la justice malgache. Les affaires sur le 7 février pèsent encore sur sa tête, d'autant plus que le général Olivier Rakutzaf, ministre de la Défense nationale, a récemment communiqué qu'il y a un mandat d'arrêt en cours contre Marc Ravalomanana s'il fait le forcing de rentrer à Madagascar. Nous pourrions l'interpeller sur consigne de la justice. La situation risque donc de se gâter. La mouvance Ravalomanana fait savoir que le président Razonar Mapian a accepté d'examiner toutes les solutions possibles pour le retour de l'ancien chef de l'État. C'est pour cela que ses partisans ont accepté d'intégrer le gouvernement. Des investisseurs malgaches et étrangers veulent reprendre la société Tico. L'avenir du projet dépend du gouvernement. Roland Jules-Étienne, ministre de l'Industrie, estime qu'il faut d'abord résoudre les aspects politiques de ce problème. C'est Chakravunierson. Même si le comité interministériel sur l'impayé d'impôts de la société Tico est déjà mis en place, la réhabilitation de cette société ne se fera pas pour bientôt. 2 jours après la visite du ministre de l'Industrie Jules-Étienne au début du mois de juillet, des investisseurs sont déjà prêts à reprendre la société de l'ancien chef de l'État, Marc Ravalomanana. Concernant la société Sirama Namaki, 4 sur les 13 points de la convention de juillet entre la direction générale et les greffistes n'ont pas été honorés. Le problème est actuellement résolu, mais la société a connu de grandes pertes du fait des 4 jours de grève. Écoutez, il y a eu effectivement des cannes qui ont été coupées, ça on a constaté ça de visu, qui pourrissaient le long de la route vers l'usine. C'était en fait, si vous voulez, des chiffres sommaires, mais bon, ça pourrait se remonter facilement entre 6 et 10 millions d'arrières, et peut-être plus que ça à mon avis. D'après les statistiques du ministère de l'Industrie, les pertes ont atteint jusqu'à 10 millions d'arrières. Sirama Namaki produit 7 tonnes de sucre par an. Tout est revenu à la normale depuis dimanche sur le site de la Sirama Namaki. La délégation du ministère est descendue sur terrain la fin de la semaine.
La tension monte entre Lambda et les propriétaires de cybercafés. Ces derniers ont été intimés de payer les 2000 arrières par mois et par ordinateur. Lambda affirme que cette mesure est conforme à la législation en vigueur. L'association des cybercafés de Madagascar se sont réunis ce jour. Sora Koutinjin. Les propriétaires de cybercafés se plaignent du montant élevé de ce qu'ils devront payer à l'État malgache. Chaque année, leur contribution s'élève entre 120 000 arrières à 340 000 arrières, une somme énorme sur laquelle viennent se greffer une autre taxe mensuelle. Les propriétaires de cybercafés se plaignent des 2 000 arrières qu'ils devront également payer par ordinateur et par mois. Les cybercafés formels qui actuellement, au nombre de 300, les coupures d'électricité et de connexion font partie de leurs problèmes quotidiens. De plus, la connexion sur mobile abordable à tous, sur une base de 100 arrières, leur fait perdre beaucoup de clients. Concurrence oblige. L'Association des cybercafés et internautes de Madagascar, ou ACIBIMAD, affirme qu'il devrait quand même y avoir un terrain d'entente. Le président de la CIBIMAD estime que 10 000 arrières annuels seraient raisonnables, ce que refuse Lambda. La protection des droits d'auteur, que ce soit des chansons, des films ou des photos, est le but, explique Rarson Armanch, responsable au sein de Lambda. La loi numéro 15 610 date déjà du 7 septembre 2006. En raison de la crise, elle n'a pu être appliquée que cette année. Une réunion des propriétaires de cybercafés avec l'association ACIBIMAD se tiendra encore à la fin de ce mois. Nous allons reparler politique, la mise en place du fonds de péréquation pour une répartition équitable du budget de chaque commune, ainsi que la dépolitisation de l'administration. Ce sont entre autres les amendements élaborés par le groupe parlementaire VPM Malagasmiar Amieng. Prévu se tenir ce jour, la séance plénière sur le projet numéro 018/2014 n'est pas encore arrivée au stade de l'adoption de 7 à 7 heures. Reportage. La célérité dans l'élaboration du projet de loi sur la décentralisation présenté par le gouvernement est un fait d'après les observateurs politiques. Le gouvernement s'est même montré convaincu que des amendements devront être apportés dans le projet de loi 018/2014. Les travaux de commission et les débats sur la teneur de ce projet de loi a débuté hier. Les parlementaires du parti VPM Malagasmiar Amieng proposent d'inclure dans ce projet de loi la mise en place du Fonds national de péréquation. Ce fonds permettra d'ajuster le budget disponible aux biens et à la taille de la commune pour une répartition équitable. Quant au débat sur le morcellement d'Atanarive en 6 communes, le parti VPM Malagasmiar Amieng s'oppose formellement à l'élection du maire par les grands électeurs. Il insiste sur l'élection au suffrage universel. Le gouvernement a retiré les articles portant sur la ville d'Atanarive dans le projet de loi 018/2014. Il fera l'objet d'un nouveau projet de loi sur un autre débat. Une histoire à suivre. Et on passe au sport. Le championnat de France de tennis junior 2014 a pris fin ce jour. C'est Mané Vrakout-Malal, une jeune fille malgache de 13 ans, qui a raflé le titre. Ce sport où les sœurs William et les Indjiantef pour Madagascar ont brillé, elle l'a dans le sang. Voici le portrait d'une étoile montante malgache. Reportage. Elle, c'est Mané Vrakout-Malal. Elle a tout juste 13 ans et est déjà depuis quelques heures championne de France de tennis. Elle a battu la Française Ludmila Benchek avec un score de 6-4 durant les 2 sets. Elle n'est pas seule dans la famille à avoir tenu ce titre. Son grand frère Manjis Vrakout-Malal l'a lui aussi déjà décroché dans la catégorie 13-14 ans et 15-16 ans. Je suis très satisfaite de ce prix championne de France. J'attendais ce titre depuis longtemps et aussi comme mon frère il l'a gagné, alors je voulais aussi à mon tour le gagner, tu vois. Donc je suis trop contente. C'est un modèle aussi. La jeune prodige s'est imposée dans ce championnat depuis les débuts des Jeux. Son point fort, l'endurance, une qualité qui ne pouvait que jouer en sa faveur vu que le match a duré 2 heures et demie. Déjà, c'était pour gagner le titre, donc
fallait le faire, tu vois. Donc, il avait cette pression, on s'est déjà joué plusieurs fois, alors on se connaît super bien, on était dans la même chambre à l'hôtel, alors voilà, c'est une super amie, oui. Une seule erreur de la part de son adversaire a permis à Manif Rakoutou-Malal de dominer et de remporter le jeu au 3e set, estime la Fédération française de tennis. À 13 ans, cette jeune malgache est prise en main par Mike Martinon et Gilles Bonnem, ses 2 entraîneurs français. Elle compte évidemment inscrire son nom sur le plus grand nombre de palmarès des championnats de France. Le roi du coupé décalé, Dr Sakis, est de retour à Madagascar. Il est arrivé il y a quelques heures à l'aéroport d'Ivatu. Pendant son séjour qui va durer 4 jours, il va monter en scène 2 fois. Son premier spectacle se fera à Majunga ce vendredi. Les Tananariviens pourront profiter de sa venue ce samedi 23 août. À son arrivée, nous avons demandé son avis sur le virus Ebola. Les explications. Comme je suis en France, l'Ebola, je l'ai appris que par la télévision. Bon, je pense que malheureusement, tant qu'on n'a pas trouvé un vaccin, c'est un peu très difficile pour le continent africain. C'est comme toutes les maladies du monde, tout le monde a peur de ça. Voilà, tout le monde a peur de mourir. Hein. Même si on dit qu'on n'a pas peur de mourir, mais tout le monde a peur de mourir. Place aux actualités internationales. La vidéo macabre de la décapitation du journaliste américain James Foley par un djihadiste de l'organisation de l'État islamique marque un retour aux pratiques d'Al-Qaïda après l'intervention américaine en Irak en 2003. La vidéo de 4 minutes 40 commence par un texte en anglais et en arabe. Elle se poursuit par un long extrait vidéo du discours prononcé le 7 août par Barack Obama, annonçant des frappes aériennes américaines contre les djihadistes et une mission humanitaire en Irak. Suivez le reportage de France 24. Il portait un regard passionné sur le Moyen-Orient. Reporter expérimenté, James Foley en est mort, à seulement 40 ans. Une caméra ou un appareil photo toujours au point, le journaliste américain avait l'habitude de couvrir les zones de conflit pour plusieurs médias. De l'Afghanistan à la Libye jusqu'à la Syrie où il avait été enlevé en novembre 2012. Depuis, ses proches n'avaient plus aucune nouvelle de lui. Dans une vidéo intitulée « Message à l'Amérique » que nous avons choisi de ne pas diffuser, l'État islamique montre sa mise à mort. La mère du journaliste réagit sur un réseau social. Nous n'avons jamais été aussi fiers de notre fils Jim. Il a donné sa vie pour essayer d'exposer au monde la souffrance du peuple syrien. La Maison-Blanche s'est dite horrifiée par cette exécution et tente d'authentifier la vidéo. En Irak, sur le terrain ce matin, les collègues de James Foley décrivent le journaliste indépendant comme impartial et courageux. C'est horrible, absolument monstrueux. Nous tous, les journalistes, caméramans, photographes, nous nous sentons très tristes. Voir ça aux nouvelles du matin à propos de James, c'est affreux. Mais on doit continuer à faire ce métier. C'est la première fois que l'État islamique revendique ainsi le meurtre d'un journaliste. À la fin de la vidéo, un autre reporter américain apparaît aux mains des djihadistes. Une vingtaine de journalistes restent aujourd'hui portés disparus en Syrie. Les mesures prises pour faire face à l'épidémie Ebola sont draconiennes. Dès ce soir, un couvre-feu général sera décrété au Libéria de 21h à 6h du matin, heure locale. Tous les centres de loisirs, les vidéoclubs seront également fermés. Des restrictions interviennent alors que l'aide humanitaire internationale s'intensifie face au virus. L'ONU vient d'annoncer la nomination d'un coordonnateur pour gérer la crise. C'est toujours un reportage de France 24. C'est le spécialiste des maladies infectieuses pour les Nations Unies. C'est lui qui avait mis en place les mesures lors des épidémies de grippe aviaire et de SRAS en 2003 et 2006. David Nabarro, coordinateur de l'ONU, va se rendre dans les pays touchés par l'épidémie Ebola afin de dresser un bilan des besoins d'urgence. L'Organisation mondiale de la santé est actuellement en train de calculer le nombre de travailleurs de santé nécessaires pour fournir les soins aux malades d'Ebola, mais aussi pour maintenir les services de santé habituels. Et tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il en faut beaucoup, beaucoup plus que ceux actuellement disponibles.
L'autre impératif de sa mission est d'aider les gouvernements face à cette épidémie qui pourrait se transformer en crise plus large. Les conséquences économiques, sécuritaires et humanitaires de cette maladie inquiètent l'ONU. Alors plutôt que de subir, les organisations internationales tentent d'anticiper ces crises. Le Programme alimentaire mondial, le PAM, vient ainsi de lancer un vaste programme d'assistance d'urgence dans les zones touchées par le virus. Nous savons que l'épidémie Ebola a affecté le quotidien des habitants de Sierra Leone. Et nous pensons qu'au-delà du contrôle de la propagation de la maladie, il y a de sérieux risques de pénurie alimentaire depuis que les fermiers ne sont plus en mesure de continuer à cultiver. Selon le Programme alimentaire mondial, 1 million de personnes au Libéria, en Guinée et en Sierra Leone sont concernées par cette aide d'urgence. Restez avec nous, Kulsar avec Minsu et Basket Academy juste après ce journal, suivi de 2 films. Le premier, A Haunted Houses et Babysitting. Fin de ce journal, merci de votre attention. On se retrouve demain à la même heure sur Cool TV. Au revoir.